Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Nous avons le plaisir de recevoir l'essayiste et romancière Aslı Erdoğan, symbole du combat pour la liberté d'expression en Turquie. Comme des centaines de journalistes ou d'intellectuels, cette physicienne de formation a été arrêtée suite à la tentative de coup d'État de l'été 2016. Les autorités turques l'ont accusée d'appartenance à une organisation terroriste et de propagande pour des chroniques qu'on peut découvrir en français dans un recueil intitulé « Le silence même n'est plus à toi » chez Actes Sud. Aslı Erdoğan, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez fait 4 mois et demi de prison, vous êtes aujourd'hui en liberté conditionnelle. En principe, un procès doit se tenir début février, c'est-à-dire dans quelques semaines. Comment vous faites face à cette échéance ? Que faire à part résister? L'étape la plus importante de mon procès est l'audience à venir. Est-ce qu'ils vont toujours vouloir m'emprisonner à vie, ou 15 ans, ou 2 ans et demi, ou vais-je être libéré? Tout cela va être vu au cours de la prochaine audience. On rappelle qu'en tout cas, d'après Amnesty International, il y a plus de 100 journalistes et travailleurs des médias qui sont en détention en Turquie, 180 organes de presse qui ont été fermés, 2500 professionnels des médias qui ont perdu leur emploi. On parle d'une véritable purge. Aujourd'hui, à quoi ressemble le quotidien d'un intellectuel, d'un universitaire, d'un journaliste en Turquie ? Comment vous dire? J'ai également vécu le coup d'État du 12 septembre 1980. J'avais 13 ans, c'était une période pire, certainement. Mais aujourd'hui, quand on fait la comparaison, la junte militaire était plus simple pour nous, de certains points de vue, car nous pouvions prévoir à peu près ce que la junte militaire allait faire en 1980. Et c'était comme un tank, la junte militaire. Ce qui rend aujourd'hui la situation encore plus dangereuse, c'est qu'on ne sait pas à quel moment, pour quel motif, telle ou telle personne va être arrêtée. C'est totalement arbitraire et c'est basé sur le fait qu'ils essayent de montrer des exemples, comme un bouc émissaire, comme un animal que l'on sacrifie. Aujourd'hui, la grande majorité des intellectuels se trouvent en Europe. Il y en a qui sont évidemment en prison. Et la plupart des intellectuels a opté pour le silence. Le moindre tweet peut vous conduire à une détention provisoire à la prison. La peur et la terreur ont surpassé le coup d'État du 12 septembre 1980. Les gens ont peur de penser. Vous avez écrit en novembre un appel d'urgence, une lettre à l'Europe, où vous avez écrit « Je suis convaincu que l'existence d'un régime totalitaire en Turquie », vous parlez de régime totalitaire, secourait inévitablement d'une façon ou d'une autre l'Europe entière. Qu'est-ce que vous attendez de la part des pays européens, de la France en particulier ? C'est une question très difficile. Il n'y a pas une seule Europe, il n'y a pas une seule France. C'est le pays, la France de Voltaire, la France de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir. Mais il y a, en dehors de tout cela, il y a la réalité du capitalisme, la vente des armes, le commerce du pétrole. Et dans ce contexte-là, 100 intellectuels ou écrivains qui sont en prison, cela peut être un point négligeable pour la France. C'est classique. Tout d'abord, chacun préserve ses propres intérêts, mais nous, les intellectuels, nous sommes au-delà de l'opportunisme quotidien des politiques. Nous devons être beaucoup plus en accord avec nos pensées, que cela soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Nous avons besoin de la liberté de penser, nous avons besoin des droits de l'homme et nous sommes en charge de faire en sorte, nous les intellectuels, de faire en sorte que ces droits de l'homme aient une consistance. C'est ce qui me vient à l'esprit, qu'il s'agisse de la France ou de l'Allemagne ou des intellectuels européens. Oui, les intellectuels européens nous ont soutenus. Je les en remercie. Et sans cet appui, je n'aurais probablement pas pu recouvrir ma liberté. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses que je peux critiquer dans la politique étrangère, française, européenne ou allemande. Mais
Mais j'ai appris à considérer que tout cela était, comment vous dire, normal. Vous parlez du soutien des intellectuels européens. Certains gouvernements ont offert l'exil aussi aux intellectuels turcs. Mais est-ce que, de façon générale, vous êtes déçu par la réaction ou la non-réaction des autorités européennes, que ce soit nationales ou au niveau de Bruxelles, à ce qui se passe en Turquie en ce moment? Ils ne sont pas restés totalement silencieux, à vrai dire. Surtout, la mise en détention de certains écrivains a entraîné des réactions. Ils n'ont pas donné la réaction qu'on aurait pu attendre d'eux. Je parle des pays européens. Ils ont eu de retard à voir ce qui se passait. Ils n'ont pas voulu le croire. Nous l'avons dit, mais ils n'ont pas eu confiance en nous. Ils ne nous ont pas cru. Et évidemment, il y a 2 ans de cela, un accord très important a été signé sur le sort des migrants et je pense que cela a lié les pieds et les mains de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a pensé que l'Europe pouvait dire peu importe ce qui se passe en Turquie, du moment que les réfugiés ne viennent pas chez nous. C'était une vision vraiment à très court terme, alors que la crise démocratique en Turquie, si jamais elle s'approfondit, ce qui est le cas, elle s'approfondit. Dans ce cas-là, l'Europe devra faire face probablement à une vague migratoire beaucoup plus importante. Et je ne comprends pas la raison pour laquelle l'Europe a peur à ce point des migrants. Il y a plus de 3 millions de Syriens qui vivent actuellement aujourd'hui en Turquie. Je n'ai jamais considéré que c'était une charge ou un poids pour mon pays. Alors, vous êtes venu à Paris pour recevoir le prix Simone de Beauvoir qui récompense des personnes ou des associations qui se battent pour défendre les droits des femmes. Au moment de recevoir ce prix, vous avez dit « Je dédie ce prix aux femmes et aux hommes, mais surtout aux femmes qui ont été humiliées, violées, torturées en Turquie. » À quel point les droits des femmes sont-ils menacés en ce moment en Turquie? Je peux le dire de la façon suivante. Notre président de la République a prononcé une phrase. Il a dit « Les femmes et les hommes ne sont pas égaux ». Il l'a dit. C'est-à-dire, il voulait dire, abandonnez dès maintenant votre poursuite de l'égalité entre hommes et femmes. La seule personne responsable à un tel niveau, cette personne ayant prononcé cette phrase, était le symbole, était le signe que la vie des femmes allait devenir de plus en plus difficile en Turquie. Un autre changement était en rapport avec la loi sur l'avortement. Malgré toutes les réactions, la loi sur l'avortement est passée et les femmes en Turquie ne peuvent plus se faire avorter sans avoir reçu préalablement la permission de leur mari. L'AKP, le parti au pouvoir en Turquie, dit qu'il a apporté la liberté en Turquie, notamment à travers le voile. Et c'était probablement l'une des fautes des plus importantes des kémalistes d'avoir permis que le port du voile soit transformé en un symbole de liberté. L'AKP a très bien utilisé cela en disant, voilà, j'apporte la liberté aux femmes. Ensuite, voilà, vous restez à la maison. Vous allez faire 3 enfants, vous allez recevoir une allocation. Et les femmes qui sont dans la rue dans le cadre de la moindre protestation, les derniers temps, font face à une violence policière très grave et les femmes qui sont en prison subissent également des pressions et des violences comme jamais auparavant. Ils font une différence entre l'homme et la femme actuellement en Turquie et la police en Turquie dit aux femmes de quel droit avez-vous simplement le droit de sortir dans les rues. Les femmes turques sont dans les rues, mais il n'y avait
jamais eu jusqu'à aujourd'hui une telle violence policière à leur égard. Les femmes sont traînées par terre, les mères de famille. Combien de temps vont-elles résister? Combien de temps va-t-on pouvoir résister? Je ne le sais pas. Il y a de très grandes pressions sur les femmes. Les crimes visant les femmes ont atteint des seuils records. Chaque jour, à chaque endroit, une femme est tuée de la manière la plus violente qui soit. La situation n'est vraiment pas terrible. Une dernière question. On a vu des femmes manifester justement pour leurs droits, mais il y a aussi une autre partie de la population en Turquie qui se reconnaît dans les positions islamo-conservatrices du président Erdogan. Comment comprendre que ce pays est à ce point divisé finalement? C'est probablement le côté le plus dangereux de l'histoire. Il y a effectivement des gens qui se prosternent devant Erdogan, des milliers, des dizaines de milliers de femmes qui sont amoureuses d'Erdogan, qui peuvent entrer en crise d'hystérie devant Erdogan. Peut-être est-ce le cas du temps de Mussolini également, mais réellement, effectivement, il y a une division très dangereuse. Évidemment, c'est le choix d'Erdogan. Il a voulu cette division, il a voulu cette polarisation, et il l'a créée. Et il voulait mettre en avant sa propre masse venant le soutenir. Il y a à l'intérieur de cette masse qui soutient Erdogan des gens qui ont fait des études universitaires, des jeunes, ou alors des jeunes qui ont un haut niveau de revenus. Erdogan ne reçoit pas ses votes uniquement dans les villages, il y a également des femmes. Et comment pouvons-nous raconter les choses essentielles à ces femmes? Vous êtes en train de vous êtes en train d'assurer votre propre servitude avec votre propre volonté. Si nous pouvions nous parler plus avec les femmes qui soutiennent de l'AKP. Donc, il y a eu une seule réussite au sein du parti kurde, le parti HDP. Il y a beaucoup de femmes au sein du parti HDP. Effectivement, quand nous nous mettons à table, autour d'une table, entre femmes, nous pouvons toujours nous comprendre. L'essentiel est de pouvoir commencer à parler. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Asli Erdogan. On va évidemment suivre votre procès avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.